Ce matin-là, la lumière perçait à travers les volets de la cuisine, découpant sur la table de bois les ombres des tasses et du panier à pain. Je venais à peine de verser mon café lorsque mon téléphone vibra. L'écran affichait Paul, cousin. Paul n'appelait jamais à cette heure. « Allô? C'est moi, » dit-il d'une voix précipitée. « Écoute, Il y a un problème. » Il y eut un silence, suivi d'un souffle court, comme s'il hésitait. Le tableau familial, il a disparu. Je restais figée, ma cuillère en suspens au-dessus de la tasse. Disparu? Comment ça? Disparu. Il n'est plus au salon. J'ai ouvert la porte ce matin et le mur était vide. Le tableau en question n'était pas seulement une toile, c'était une pièce d'histoire. Peinte par notre arrière-grand-père en 1912, représentant notre arrière-grand-mère dans le jardin de la maison familiale. Un héritage, mais aussi un symbole. Et la porte, la serrure, fermée. Pas de trace d'effraction. Je me rendis chez lui en moins d'1 heure. La maison de Paul, c'était l'ancienne demeure de nos grands-parents, un manoir de pierre grise posé au milieu de grands arbres centenaires. En entrant, je sentis immédiatement un vide. Là où le tableau trônait depuis toujours, il n'y avait plus qu'un rectangle plus clair sur le mur, entouré d'un halo de poussière. « Voilà », dit Paul en désignant l'espace vide. « Je suis sorti hier soir vers 19h pour dîner chez des amis. Quand je suis rentré vers 23h, tout était normal. Ce matin, plus rien. Je m'accroupis pour examiner le parquet. Rien. Pas la moindre éraflure ou trace de pas inhabituelle. Tu as appelé la police? » Il hésita, puis secoua la tête. « Non, je voulais t'en parler avant. Paul, c'est un vol. » Il baissa les yeux, triturant nerveusement ses doigts. « Je sais, mais je voulais éviter... Enfin, tu vois, l'attention. Les journaux, les voisins. » Je le fixais. Ce tableau vaut une fortune, et surtout il appartient à toute la famille. On ne peut pas juste se taire. Il finit par céder et composer le numéro. 1 heure plus tard, une voiture de police se gara dans l'allée. 2 agents en descendirent, suivis d'un homme en civil, le commissaire Laurent, un quinquagénaire grand et sec, aux cheveux, poivre et sel. Il inspecta le salon, prit des notes, posa des questions. Aucune trace d'effraction. Intéressant, murmura-t-il. Soit le voleur avait une clé, soit le tableau n'a pas été volé. Comment ça? Demandai-je. Soit il a été déplacé volontairement par quelqu'un de la maison. Paul détourna le regard. En fin d'après-midi, le commissaire nous demanda de le suivre dehors. Il s'arrêta devant une berline sombre garée près du portail. « C'est votre voiture, monsieur ?» demanda-t-il à Paul. « Oui. » « Pourquoi ?» Le commissaire contourna la voiture, ouvrit le coffre et en sortit le tableau soigneusement emballé dans une couverture. Le silence qui suivit était presque palpable. Je me tournai vers Paul dont le visage était passé du rouge vif à une pâleur extrême. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. Le commissaire posa le tableau contre la voiture, croisa les bras et nous observa. « Alors, monsieur Paul, vous nous expliquez comment ce tableau disparu se retrouve dans votre coffre? » Je sentis mon cœur se serrer. Quelque chose clochait. Soit mon cousin mentait depuis le début, soit quelqu'un essayait de lui faire porter le chapeau. Et dans les 2 cas, je savais que cette histoire ne faisait que commencer. Le commissaire Laurent resta un long moment immobile, observant le tableau appuyé contre la carrosserie, comme s'il cherchait à déceler dans ses couleurs, dans la texture de la toile, un secret que nous ne pouvions pas encore voir. La scène avait quelque chose de surréaliste. Le rectangle vide dans le salon de la maison familiale était encore imprimé dans mon esprit, et voilà que l'objet manquant se tenait là, devant nous, à la lumière froide de l'après-midi, sorti d'un coffre de voiture, où il n'aurait jamais dû se trouver. Le vent, chargé d'odeurs de terre humide et de feuilles en décomposition, soulevait légèrement le bord de la couverture dans laquelle le tableau avait été emballé. On distinguait la signature discrète, en bas à droite. Celle de notre arrière-grand-père, tracée avec une précision qui avait traversé les générations comme un sceau de famille. La découverte ne provoqua pas de soulagement. Au contraire, elle creusa un fossé invisible dans l'air ambiant, un poids qui rendait chaque respiration plus difficile. Le commissaire, impassible, sortit un carnet et y inscrivit quelques lignes rapides. Les agents, à ses côtés, gardirent les yeux fixés sur Paul, qui semblait rétrécir à vue d'œil,
comme si le simple fait d'être près de ce tableau devenu pièce à conviction lui retirait toute stature. Je sentis une tension sourde se loger dans ma nuque. La scène avait la froideur méthodique d'un théâtre policier. Chaque geste, chaque regard, chaque objet déplacé était mentalement consigné, archivé. L'herbe humide sous nos pieds absorbait les pas des agents, ce qui rendait le silence encore plus pesant. Dans ma tête, les images s'entrechoquaient. La place. Vide sur le mur du salon, la voix haletante de Paul au téléphone le matin même, l'odeur familière du bois ciré qui emplissait la maison. Et maintenant, ce coffre ouvert révélant le cœur de notre héritage comme une plaie béante. Il était évident que, pour le commissaire, la simple présence du tableau dans la voiture constituait un début de réponse. Pour moi, c'était, au contraire, le point de départ d'un labyrinthe de questions. À l'intérieur de la maison, le salon paraissait différent maintenant que le tableau avait été retrouvé. L'absence qui pesait sur le mur semblait avoir laissé une empreinte presque tangible, une marque fantôme que même le retour de l'objet ne suffirait pas à effacer. Je m'attardai à observer les minuscules accrocs dans le papier peint, autour de l'emplacement. Ils formaient comme un cadre invisible, un rappel muet que quelque chose avait été déplacé, retiré, puis remis, mais dans un contexte radicalement changé. La chronologie des faits me hantait. Entre le moment où Paul avait quitté la maison la veille au soir et celui où il avait découvert le mur nu au matin, plusieurs heures s'étaient écoulées. Assez de temps pour que n'importe qui ayant accès à la propriété puisse agir. Les graviers de l'allée ne portaient aucune empreinte fraîche et le portail, avec son vieux système de verrouillage, pouvait être ouvert de l'extérieur par quelqu'un de suffisamment habile. Mais pourquoi cacher le tableau dans la voiture? Était-ce pour le transporter ailleurs, pour l'échanger, ou simplement pour créer un effet théâtral au moment de sa découverte? Le commissaire, méthodique, avait pris soin de photographier. Le coffre ouvert, le tableau à l'intérieur, la plaque d'immatriculation, l'emplacement exact de la voiture. Il avait même fait relever quelques traces sur la couverture qui enveloppait la toile, comme s'il espérait y trouver des fibres étrangères, un indice sur l'identité de celui ou celle qui l'avait manipulé. Pendant ce temps, Paul restait figé, le regard fixé au sol, ses chaussures marquées par la boue du matin. Je notais ce détail. Il avait marché dehors avant l'arrivée des policiers. Était-ce simplement parce qu'il m'attendait ou avait-il voulu vérifier quelque chose dans la voiture avant qu'on ne l'examine? Je sentais déjà se dessiner une ligne de fracture, non seulement entre Paul et moi, mais aussi à l'intérieur de la famille. Les histoires d'héritage ont cette capacité insidieuse à transformer les liens les plus solides en murs infranchissables, à éroder la confiance jusqu'à ne laisser que suspicion et méfiance. L'atmosphère autour de nous se chargeait d'une lourdeur presque palpable, comme si la maison elle-même avait conscience que ce tableau, pourtant immobile depuis des décennies, venait de déclencher une série d'événements dont personne ne maîtrisait encore l'ampleur. Quand les agents commencèrent à préparer le tableau pour son transfert au commissariat, je compris que nous franchissions un seuil. Ce n'était plus une affaire familiale, c'était devenu un dossier officiel, avec un numéro, des preuves, des scellés. Et je savais que, dès lors, chaque souvenir, chaque conversation, chaque geste que nous avions eu avec ce tableau serait disséqué, interprété, peut-être même déformé. La vérité, elle, resterait enfouie quelque part entre le bois du cadre et les couches de peinture, attendant que quelqu'un ait le courage de gratter jusqu'au cœur. Le commissaire avait emporté le tableau, mais la maison ne s'était pas allégée pour autant. Au contraire, elle semblait plus lourde, comme si le vide laissé sur le mur était devenu une blessure béante que rien ne pouvait panser. Les pièces, jadis familières, prenaient un aspect différent, presque menaçant, et chaque objet paraissait soudain porteur d'une histoire qu'il valait mieux ne pas connaître. Les planchers craquaient sous mes pas avec une lenteur exagérée, comme si chaque latte résistait à l'idée de me laisser passer. L'air, pourtant immobile, semblait chargé de poussière et de particules en suspension que la lumière du jour révélait dans des faisceaux dorés à travers les rideaux. Il y avait dans cette atmosphère une tension diffuse, semblable à celle qu'on ressent dans un musée la nuit, quand les œuvres semblent observées plutôt qu'être observées. Je me surpris à inspecter chaque pièce comme un enquêteur improvisé. Le salon, amputé de son tableau, ressemblait à un décor de théâtre privé de son élément central, laissant les meubles et les bibelots orphelins de leur point d'ancrage visuel. La salle à manger, avec ses boiseries sombres, paraissait avoir absorbé la rumeur de la matinée, chaque fibre du bois semblant vibrer encore de l'agitation récente. Dans le couloir, les photographies de famille fixèrent le vide avec une intensité étrange, comme si elles savaient déjà ce qui allait suivre. À l'étage, les chambres avaient conservé leur odeur particulière.
mélange de linge ancien, de cire d'abeille et d'air peu renouvelé. Dans la pièce qui avait appartenu à notre grand-mère, la lumière tombait obliquement sur une coiffeuse couverte d'objets figés dans le temps, une brosse à cheveux en argent terni, un poudrier ébréché, quelques lettres jaunies. Rien ne semblait avoir bougé depuis des années, et pourtant, l'impression persistait que quelqu'un était passé récemment, peut-être en quête de quelque chose de précis. La bibliothèque, elle, avait une autre histoire à raconter. Les rangées de volumes reliés de cuir étaient alignées avec un soin méticuleux, mais certains livres semblaient avoir été déplacés puis replacés à la hâte. Je repérais une fine couche de poussière irrégulière sur l'étagère, du milieu, juste assez pour trahir un geste récent. Derrière un atlas au coin usé, un mince espace vide laissait deviner qu'un objet avait été retiré. La nature de cet objet restait un mystère, mais son absence ajoutait une pièce supplémentaire au puzzle qui se dessinait. Je notais mentalement que la maison, malgré ses murs solides et son apparente immobilité, avait été parcourue par des mains invisibles. Chaque détail en portait la trace. Une empreinte effacée sur le bois, un rideau légèrement décalé, une chaise poussée quelques centimètres trop loin de la table. Ces indices, pris isolément, auraient pu passer inaperçus, mais rassemblés, ils formaient une trame inquiétante. Le soir tombait lentement, enveloppant la maison d'une pénombre qui avalait les contours. L'allée menant au portail s'assombrissait, et les marronniers dressaient leurs silhouettes massives comme des sentinelles immobiles. Dans ce silence, le moindre craquement prenait une ampleur démesurée. Le bruit lointain d'une voiture, le froissement d'une branche contre la façade, le souffle du vent dans la cheminée composaient une bande sonore presque oppressante. En descendant au rez-de-chaussée, mon regard se posa une dernière fois sur l'espace vide du mur du salon. C'était plus qu'un simple manque. C'était un trou dans l'histoire familiale, une absence qui appelait à être comblée. Et quelque chose me disait que cette disparition, suivie de cette réapparition improbable, n'était que la première manifestation visible d'une mécanique bien plus vaste, actionnée dans l'ombre depuis longtemps. Je quittais la maison avec l'impression d'être observée, non pas par une personne, mais par la demeure elle-même, comme si ces murs voulaient m'imposer un avertissement silencieux. L'enquête venait à peine de commencer, mais déjà, le terrain se dérobait sous mes pas. Ce tableau, objet d'art et témoin d'un siècle d'histoire familiale, portait sans doute en lui des secrets que personne, hormis celui qui l'avait déplacé, n'était prêt à affronter. Le lendemain matin, un ciel bas et uniforme s'étendait sur la ville, diffusant une lumière laiteuse qui effaçait les ombres et donnait aux rues une apparence figée. L'air, saturé d'humidité, annonçait une journée lourde, propice à ces enquêtes où l'on avance moins à coups d'actions spectaculaires qu'à force d'observation et de recoupement. Le commissaire Laurent avait convoqué Paul, et moi au commissariat pour examiner les premiers éléments. La pièce réservée aux objets saisis avait une odeur de métal froid et de poussière ancienne, un mélange étrange de paperasse empilée et de bois ciré. Le tableau se trouvait, là, posé sur un chevalet, éclairé par une lampe puissante qui faisait ressortir chaque craquelure du vernis. Dans cette lumière clinique, l'œuvre perdait sa chaleur familiale pour devenir une simple pièce à conviction, déshumanisée, presque menaçante. Autour de la toile, le cadre en bois sculpté montrait des marques infimes, comme si des doigts avaient glissé dessus avec hésitation. L'analyse des agents avait relevé quelques fibres rouges coincées dans les moulures, trop fines pour appartenir à la couverture qui l'avait enveloppée. Le commissaire pensait qu'il s'agissait de la trame d'un tissu, peut-être un vêtement porté par la personne qui avait manipulé l'œuvre. Ce détail, minuscule mais précis, me frappa. Il confirmait que le déplacement du tableau n'avait pas été improvisé. Sur une table voisine, les scellés renfermèrent la couverture retrouvée dans le coffre de la voiture de Paul. Les plis révélaient qu'elle avait été soigneusement repliée avant d'être utilisée, ce qui excluait un geste précipité. L'odeur légèrement âcre de poussière chaude trahissait un séjour prolongé dans un endroit clos, peut-être un grenier ou un coffre similaire. Le commissaire semblait accorder une attention particulière à l'une des coutures, comme si elle cachait quelque chose de plus que du fil et du tissu. Dans un coin, un plan de la maison familiale avait été étalé sur une grande table. Deleitchi. Marqueurs indiquaient les points de passage probables, les zones accessibles sans forcer les serrures et les angles morts du système de surveillance extérieure que Paul avait fait installer quelques années auparavant. Les relevés montraient que certaines caméras n'avaient rien enregistré la nuit du déplacement, non pas parce qu'elles étaient en panne, mais parce qu'elles avaient été délibérément orientées ailleurs. Ce geste précis demandait une connaissance intime des lieux et des habitudes des occupants.
L'examen de la voiture apporta une nouvelle pièce au puzzle. Les empreintes relevées dans le coffre ne correspondaient pas toutes à celles de Paul. Certaines appartenaient à un inconnu, identifié comme étant un homme déjà impliqué dans des affaires de recel d'art. Le lien avec notre famille n'était pas encore établi, mais la coïncidence semblait trop importante pour être ignorée. À mesure que l'enquête se déployait, une impression persistante s'installait. Le tableau n'avait pas été déplacé pour être volé, mais pour être mis à l'écart temporairement. Comme si son absence devait provoquer un effet particulier, déclencher une réaction calculée. Peut-être un message destiné à un membre précis de la famille ou un avertissement destiné à tous. En quittant le commissariat, le froid humide de l'extérieur me saisit. Je marchais lentement, laissant mes pensées se superposer aux images de la journée. Les fibres rouges, les caméras détournées, les empreintes inconnues, tout dessinait une trame invisible reliant la maison, la voiture et des acteurs dont nous ne connaissions encore ni le nombre ni les intentions. Le tableau, jadis simple héritage, devenait une clé, mais la serrure qu'il devait ouvrir restait introuvable. Et je savais désormais que la véritable histoire ne se trouvait pas seulement sur la toile peinte par notre arrière-grand-père, mais dans les mains invisibles qui l'avaient déplacée, exposée puis rendue à demi, comme un geste incomplet attendant son dénouement.